Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre et d'écouter Sud Radio régulièrement. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices et tous les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'âme qui nous écoutent. Bah alors donc les chevaux, non, parce que c'est le salon, c'était le salon de l'agriculture la semaine dernière, ils sont rentrés chez eux et ils sont devant leur poste de TSF. Nous sommes le samedi 11 mars, alors la TSF ça n'existe plus. Ah bon non plus. Ah ouais, alors on m'aurait menti. C'est comme vous, voilà, vous allez bientôt nous dire qu'on va se garer sur les clous, hein, qu'il va falloir faire attention au passage. C'est vrai, ça me manque. Hein. À moto, ça glissait bien, c'était bien. L'ami Jean-Luc est en forme, vous l'avez rencontré, vous l'avez constaté. Nous sommes le 11 mars, on est ravis d'être en votre compagnie. Bastien est à la réalisation. Vous nous rejoignez, si vous le désirez, sur la page Facebook de Sud Radio, où vous allez évidemment pouvoir suivre également l'émission en direct et en visio. Au programme de la journée, eh bien, nous allons entre autres essayer une sacrée jolie voiture. Ah, on va essayer. Alors, je vous dis tout de suite, il y en a qui me disent ouais, quand ça vaut 40 000 euros, ils me disent oui, on n'a pas les moyens de se les payer. Alors là, carrément, on passe à 200 000 euros. Hein, comme ça y est. Mais c'est pas si cher que ça. On dit vous pas allez ce dire, que ça y c'est, est, alors. il a perdu tout sens commun. Parce qu'en fait, vous achetez une salle de cinéma. Et une salle de cinéma à 200 000 euros, finalement, c'est pas si cher. Ouais, enfin, une salle de cinéma pour prendre la route, c'est pas pratique, c'est pas du tout sécurité. Et en plus, non, elle roule bien. En plus, bon, on parlera de cette voiture, ce sera l'essai de la semaine. Nous allons évidemment parler aussi de la compétition, avec la question que vous posez, Jean-Luc. Fait-elle vraiment progresser la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde ? Ah bah oui, elle fait. Alors je vous donne, ça y est, je vous donne la réponse, mais on vous expliquera le pourquoi du comment. Oui, la compétition, au moins de Formula I, c'est-à-dire le championnat de voitures électriques, ça fait progresser votre voiture de tous les jours. Ça c'est bien, on verra en quoi et ce en quoi nos voitures effectivement progressent grâce à cela. D'autres rendez-vous bien évidemment. On va parler de ces voitures qui parlent dans le Classic Car. What is it ? Une voiture qui parle à 40 ans. La voiture qui parle à 40 ans, je vous le fais en français. Ça va bien vous, hein, oui, aujourd'hui. ça va mieux. Ça va mieux. Je vous raconterai des petites histoires qui me sont arrivées au début parce que les voitures qui parlaient parfois ne s'arrêtaient pas de parler. Donc on avait envie de mettre des coups de marteau dedans et c'est peut-être pour ça que les constructeurs ont arrêté. Ouais. On parlera bien évidemment de notre partenariat avec les Automobile Awards. Avec vous, nous parlerons pneus également. Vos questions au 0800 26 300 300 sur tous les sujets qui touchent à l'automobile. Et vous pouvez bien sûr nous écrire également sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet de votre mail. Et puis bien sûr vos coordonnées complètes. Allez, c'est parti. On va commencer avec la sécurité. Et une question, pourquoi nos assurances sont plus chères en 2023 ? Sud Radio, on parle auto et de sécurité. avec Autosécurité. Prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Pourquoi allons-nous, et pas que vous, payer nos assurances auto plus chères en 2023 ? On en parle dans On parle auto sur Sud Radio avec notre invitée Julia Ploublanc qui est directrice du marketing d'Effuré.com. Bonjour Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Bon, alors c'est Fact and Figure qui nous l'apprend. Vous voyez, j'ai pas bien l'accent aujourd'hui. C'est pas facile. Votre prime d'assurance risque d'augmenter de 3% et pourra atteindre même plus 5% cette année. Alors on peut se demander quelles sont les raisons de cette hausse. Moi j'ai bien quelques petites explications, mais Julia est là pour en parler avec nous. Alors on va lui poser la question. C'est lié à quoi cette augmentation ? Alors déjà, un petit constat quand même, c'est moins que l'inflation. Alors que d'habitude les primes d'assurance et on est à combien là ? On va être à 8%, 10%. On ne sait pas exactement. Donc Alors, pourquoi ? Alors, tout à fait. Alors, la hausse, elle s'explique par différentes raisons. Elle s'explique notamment par la hausse des coûts de la réparation, qui fait que les assureurs vont devoir débourser plus. Ouais. Et puis, alors là, c'est le CNPA qui dit ça. C'est un chiffre que j'ai trouvé. Mobiliance, vous voulez dire ? Oui, c'est Mobiliance, c'est vrai. C'est Mobiliance qui dit ça. J'ai été effaré en trouvant le chiffre. Ça augmente de 10 à 20% le coût de la réparation l'année dernière. Donc c'est juste un truc de dingue. D'accord. Waouh. Et il y a plusieurs raisons à ça, qui sont à la fois le coût des matières premières, mais aussi le fait que les voitures deviennent de plus en plus technologiques, parce que les voitures électriques et avec de plus en plus d'électronique à l'intérieur, ça coûte plus cher. Oui, et puis on a des voitures aussi de plus en plus grosses. On est d'accord, la mode des SUV en termes de réparabilité, c'est pas forcément bon marché. C'est moins bon marché, effectivement. Mais il y a différentes tendances, en fait, notamment avec l'arrivée de l'électrique.
le développement des petites citadines en ville et effectivement la mode des SUV plutôt dans les villes moins grandes. Et puis alors, vous parliez des voitures qui sont de plus en plus technologiques, mais est-ce que les pièces classiques ont augmenté elles aussi dans la réparation ? Oui, toutes les pièces en fait ont augmenté dans le secteur en fait au niveau global. Donc, Monsieur et Madame tout le monde, quand ils ont un accident, ils sont impactés par ça et ça impacte les assureurs et c'est ça qui remettent sur la hausse des primes sur l'année 2023. Ouais, le SCRA, c'est la sécurité et réparation automobile, dit même il y a aussi la hausse des salaires de vos garagistes, de 3,2% en moyenne l'augmentation l'année dernière. Ouais. Donc quand tout ça se cumule, au final, on se rend compte que finalement les assureurs sont pas si gourmands que ça si on n'a que 3% d'augmentation. Alors 3% d'augmentation, on va dire que c'est une moyenne, mais est-ce qu'il y a il y a des disparités géographiques sur ces augmentations? J'imagine que oui, on paye plus cher en Ile-de-France qu'on paye en Bretagne, par exemple. Alors, en pourcentage, l'augmentation, ce qu'on observe chez nous, c'est qu'elle est à peu près la même sur les différents assureurs que l'on propose, sur les différents profils, sur les différentes régions. En fait, il y a des petites variations, mais qui sont plutôt à la marge, qui peuvent être plutôt sur les assureurs, sur les assurances tout risque versus les assurances routières, sur certains profils comme les jeunes. Mais c'est assez à la marge. En fait, ce qui est vraiment frappant, c'est que, comme vous le disiez au début de l'interview, la hausse, elle est vraiment contenue. Alors pour ça, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un pacte anti-inflation qui a été signé entre le gouvernement et les assureurs en septembre dernier. Et dans celui-là, les assureurs s'engagent à contenir l'évolution de leurs primes à un niveau inférieur à celui de l'inflation pour 2022 et 2023. Bon, on va pouvoir faire brûler un cierge. Oui, alors la question c'est est-ce qu'ils ne vont pas rattraper après, comme l'ont fait les sociétés d'autoroutes quand on leur a bloqué les augmentations. Et alors, effectivement, là, je vous parle de 2023, 2024, clairement, il y aura des augmentations. Parce que la deuxième raison qui fait que la hausse, elle est assez contenue, c'est que le parc automobile, il a vieilli fortement en 2021 et 2022. Et ça, c'est dû au fait que le renouvellement du parc automobile, il a été ralenti en post-Covid, en 2021 et 2022. On connaît les raisons, les livraisons retardées principalement. La vente de voitures neuves a nettement chuté en 2022 et 2021 par rapport à ce qu'elle était en 2019. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les voitures d'occasion vieillissent. Et puis, vous le savez, plus une voiture est vieillissante, finalement, moins elle coûte cher à assurer. Alors, donc, attendez, moins elle coûte cher à assurer à condition que je passe par les furets. Parce que si je conserve mon contrat tel qu'il est, au fil des ans, ma prime d'assurance, elle va pas baisser, même si la valeur du véhicule baisse d'année en année. Vous allez me dire, c'est peut-être pas normal, mais l'assureur devrait revoir à la baisse. Alors, eux, ils se défendent en disant oui, mais les coûts de réparation, ça reste les mêmes, voire même ils augmentent. Mais bon, si on vous vole la voiture qu'elle est assurée contre le vol, entre une voiture qui a 1 an puis une voiture qui a 15 ans, c'est pas le même remboursement. Et ça, ils en tiennent pas compte dans la prime. Donc, on a tout intérêt. Il faut renouveler ou au moins et faire jouer la concurrence tous les combien pour être sûr de payer le bon prix en matière d'assurance auto? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er juillet 2015, donc il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Hamon. Ouais. Et cette loi, elle permet effectivement de résilier son assurance auto à partir de 12 mois. Donc au bout d'1 an, on peut effectivement commencer à regarder faire jouer la concurrence. Et en fait, en fonction de son profil, alors vous savez, l'assurance, ça fonctionne vraiment par profil et par type de risque. Donc, en fonction de son âge, de sa sinistralité passée, de l'âge de sa voiture, de beaucoup de facteurs, en fait, ça vaut le coup de regarder la concurrence tous les on va dire entre tous les ans et tous les 5 ans à peu près. C'est une moyenne.
Et du coup, c'est vrai que faire jouer la concurrence, ça permet de compenser le fait que votre assurance a augmenté plus que vous n'auriez envie de le payer. Et c'est vrai que sur les comparateurs, notamment sur lesfurets.com, c'est vrai qu'en quelques minutes, on peut proposer en fonction des besoins, du profil de la voiture, etc., différents assureurs qui permettent aux consommateurs de faire jouer la concurrence. Et ça, c'est un vrai conseil. On peut gagner jusqu'à combien ? Alors, on a fait des études qui montrent qu'on peut gagner jusqu'à 360 € par an. Oh, c'est beaucoup. Des moyennes, sur son assurance auto. Et c'est vrai que les Français le savent encore peu parce que la loi Hamon, finalement, 2015, c'est assez récent. Et donc encore, de nombreuses personnes pensent que il faut résilier à date anniversaire. Vous savez ce qu'on fait, on oublie la date anniversaire. Alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. On peut renouveler on peut résilier et souscrire ailleurs quand on veut. Et ce que les Français savent peu aussi, c'est que c'est le nouvel assureur qui prend en charge la résiliation auprès de l'assureur. Il prend en charge le dossier, le nouveau dossier. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne peut le croire. Ouais. D'accord, on s'occupe de rien, quoi. On contacte, c'est-à-dire, je vais sur au hasard lesfurets.com, voilà, je rentre mon profil, vous me faites des propositions, celles qui m'intéressent le plus, je prends contact avec eux, et puis c'est eux qui s'occupent de tout. Exactement, c'est eux qui s'occupent de souscrire le nouveau contrat, de prendre en charge la procédure de résiliation auprès de l'ancien assureur, et l'ancien assureur est alors tenu de rembourser la partie de la cotisation n'ayant pas couvert le risque. C'est super. Ça y est, on va faire des grosses économies. Oui, c'est cool. Mais nous, on aime bien lesfurets.com pour pas faire de la pub éhontée, mais on aime bien. Mais je crois que vous êtes utile à beaucoup de gens. Merci beaucoup, Julia Poublan. Merci Julia. Merci. Au revoir. Directrice du marketing lesfurets.com, et ça nous a permis de mieux découvrir pourquoi on va payer un peu plus cher cette année. Voilà, c'est plus clair. Merci beaucoup, Jean-Luc Moreau. Mais les assureurs qui font un geste et qui acceptent de ne pas augmenter autant que l'inflation, alors là, chapeau. Je crois que ça se reproduira plus. Ça serait bien aussi que cette inflation se calme pour tout le monde. Allez, à suivre votre première question dans l'émission au 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant. L'ami Jean-Luc répondra à vos questions, qu'elles soient pratiques ou simplement curieuses. À tout de suite sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous le savez, vous avez la parole dans notre rendez-vous On parle auto sur Sud Radio. Vous pouvez poser toutes vos questions, échanger même vos problématiques, et nous serons là avec Jean-Luc pour y répondre, voire nous allons également inviter d'autres personnes pour le faire, des spécialistes de la question que vous voulez poser. Nous avons, je crois, Eric qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où ? Alors, je suis à Libourne, en Gironde. Très bien, je connais très très bien Libourne. Moi, j'ai des amis qui habitent à Cadarsac. Vous voyez, c'est pas très loin. On se demande pourquoi Laurence aime bien la région bordelaise. Moi, je sais pas pourquoi. Mais bon. Saint-Émilion, c'est à côté, peut-être aussi. Pour le climat, c'est ça. Et puis pour les gens, ils sont très sympas. Oui. Vous avez d'ailleurs une très belle cave à vin à Libourne, je n'en dirai pas plus, pas très loin de la place du marché. C'est une jeune femme qui tient ça, c'est génial. On vous écoute, Eric. Et bien voilà, j'ai besoin de faire vidanger ma boîte de vitesse de mon 5008 automatique, qui est une boîte EAT6 de tête. Et malheureusement, alors parce que j'ai suivi les bons conseils de Jean-Luc, j'essaye de trouver un professionnel qui soit capable de me faire ça, et avec la fameuse machine, puisque j'ai bien entendu qu'il fallait le faire à la machine de façon à ce que ça soit bien fait, et je n'en trouve pas. Eh bien écoutez, alors vous savez quoi ? Ouais. Moi j'ai trouvé, alors on s'est croisé à Rétromobile, j'ai trouvé le fabricant des machines. Et je me suis dit, le mieux, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi il fallait le faire à la machine, le mieux c'est qu'il nous explique lui aussi pourquoi il faut le faire à la machine. Donc il est avec nous, on a Cédric Vauquier qui est directeur général de Launch Pro France. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Une petite parenthèse, merci, vous êtes en Guadeloupe et on a quand même réussi à vous avoir avec le décalage horaire. Merci Cédric. C'est quoi Launch Pro France ? Alors en fait, la marque Launch Pro France, c'est une marque d'une entité mondiale qui s'appelle Launch, qui fabrique principalement des outils de diagnostic et des matériels techniques d'atelier tels que les stations de vidange de boîtes automatiques, maintenance de climatisation et autres. D'accord. Donc quand on parle vidange de boîte automatique, alors déjà, amener de l'eau à mon moulin, on est d'accord, une boîte automatique, ça se vidange.
Bien sûr, tout comme un moteur, hein, c'est-à-dire qu'on a des caisses en mouvement, on a des frictions, on a des dépôts et à un moment donné, ça va charbonner, il va falloir nettoyer tout ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire à la machine et pas comme on fait sa vidange de moteur par gravité? Alors parce qu'aujourd'hui, les boîtes de vitesse automatique, elles sont pour la plupart donc robotisées en interne, donc avec différents boîtiers. On appelle ça mécatronique, on appelle ça Tiptronic ou autre. Et en fait, ces équipements-là, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, les boîtes sont beaucoup plus automatiques, sont beaucoup plus performantes qu'avant. Elles n'ont pas de perte de puissance, elles ont plus de latence, elles sont très réactives. Et tout ça, c'est piloté électroniquement. Et donc, le moindre encrassement au niveau de toute cette gestion-là va commencer à créer des perturbations. D'accord. Et quand on fait la vidange par gravité, on vidange pas toute l'huile de la boîte en plus? Non, parce qu'en fait, finalement, vous avez tout un circuit, toute une boucle avec une grande réserve d'huile. Et en fait, quand vous faites une vidange par gravité, vous ne récupérez que, en quelque sorte, la réserve d'huile qui est présente dans le carter. D'accord, donc on vidange quoi, un tiers de l'huile de la boîte à peu près? Voilà, en général, c'est dans ces proportions-là, un tiers, des fois un petit peu plus, mais guère plus de 40%. Ouais, et c'est aussi pour ça que la plupart des réparateurs veulent pas faire des vidanges de boîte s'ils sont pas équipés d'une machine, c'est qu'ils ont peur que ça, une fois la vidange faite, finalement la boîte marche pas mieux qu'avant, parce qu'il faudrait faire quoi, 3-4 vidanges de suite pour être sûr d'avoir vidangé toute l'huile qui était abîmée et l'avoir remplacée par de l'huile neuve. Alors effectivement, il y a cet aspect-là, et il y a également le fait que dans le passé, on n'était pas très habitué à faire des maintenances régulières de boîtes de vitesse, et donc en fait, on avait plutôt tendance à attendre qu'un problème, un dysfonctionnement survienne, et donc effectivement, les réparations ne sont plus des entretiens, mais des réparations risquées, voire coûteuses. D'accord. Donc là, avec la machine, bon, on branche, comment ça se passe d'ailleurs? Tiens, j'arrive, on branche la machine sur la voiture, elle fait tout, comment ça se passe? Alors, elles sont de plus en plus automatisées et assistées. On va dire que tous les véhicules, de manière générale, qui ont une boîte automatique, donc ça fonctionne par fluide hydraulique, et donc vous avez la boîte d'un côté et un système de refroidissement de l'autre et un système de filtration. Ce sont les trois composants principaux du circuit hydraulique. Donc on va se raccorder dans la boucle de ce circuit. Donc il faut comment dire, il faut une liaison spéciale entre la machine et la boîte, parce que toutes les boîtes n'ont pas le même branchement entre guillemets. Exactement. Alors c'est pour ça qu'il y a un développement qui se fait au fur et à mesure et la création d'adaptateurs, parce que si on n'a pas ces adaptateurs, on va pouvoir se raccorder quelque part où on a un raccord éventuellement accessible, mais le mieux c'est d'avoir effectivement des raccords qui sont fabriqués pour les boîtes, comme par exemple la EAT6 de monsieur a un refroidisseur qui est fixé sur la boîte et vous avez une platine d'adaptation, donc on défait 3 boulons et on met le raccordement et c'est très facile à mettre en œuvre. D'accord. En plus, il faut la vidange, pour dire que c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'un moteur, elle doit se faire à une température donnée. Alors, c'est pas la vidange elle-même qui doit être faite à une température donnée. D'accord. C'est le niveau. C'est le niveau. Ah ouais. Voilà. Parce qu'en fait, la plupart des huiles utilisées en général sont des types ATF, sont des huiles avec une forte capacité de dilatation. Donc, si vous n'avez pas en fait le niveau qui est régulé à la bonne température, vous pouvez avoir un écart de quantité assez important dans la boîte. Oui. Donc, on est bien d'accord. Vidange de boîte tous les 60-80 000 kilomètres et j'allais dire presque obligatoirement la machine. Vous équipez beaucoup de garages d'ailleurs. C'est quelque chose qui se développe? Alors de plus en plus, ça aurait pu se développer avant parce que le marché est présent, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément d'utilisateurs équipés de boîtes automatiques. Les véhicules, comme les boîtes DSG chez Volkswagen notamment, ont principalement des vidanges, parfois de boîtes qui sont toutes les deux vidanges moteurs. Donc on voit que c'est quand même un entretien sur 2 qui est concerné par cette prestation. Et donc ça vaut le coup d'être équipé pour travailler professionnellement et de manière agréable en plus.
D'accord. Bon, là, on avait Eric qui nous demandait si dans la région bordelaise, il y avait, s'il y avait des garages qui étaient équipés de ce genre de machines. J'avais posé la question à un de vos collaborateurs qui m'a dit non, malheureusement, on n'en a pas à proximité. Le plus près, c'est à Toulouse. Bon, ça fait loin. Ça fait un peu loin quand même. C'est clair que ça fait loin. Mais Eric, ce que je vais faire, je vais appeler Motul. Motul a peut-être fourni des machines qui sont fabriquées d'ailleurs par Launch Pro, hein, c'est ça? C'est vous qui fournissez Motul? Alors, Motul, c'est un partenaire suivant les pays, c'est-à-dire que Motul référence les machines. Nous, on en fournit certaines. Il y a d'autres fabricants également qui en proposent. Alors, c'est pas une fourniture unique, mais effectivement, Motul est un partenaire en Europe. D'accord. Bon, Eric, sinon, il y a des points S qui sont équipés de machines. D'accord, les points S sont équipés de machines. Pas tous, il y en a. Mais ce que je vais faire, c'est que je reviendrai, comme j'ai vos coordonnées, je reviens vers vous dès que j'ai un garage à vous conseiller. Exactement. Merci beaucoup. Du moins à vous indiquer, parce qu'on ne les connaît pas tous. Et on les salue d'ailleurs, nos amis garagistes. Merci à tous les deux. Merci à Cédric Vauquier, directeur général de Launch Pro France, d'avoir été avec nous. Et profitez bien de la Guadeloupe, il fera sans doute plus chaud qu'ici. Ah bah ça, il n'y a pas de mal en ce moment. Combien de degrés? 35 degrés, je vous confirme. C'est ça, et donc en plus vous êtes insolent. Allez, au revoir. Non mais on a quand même déjà le beau temps. On en a un qui est à Bordeaux qui nous nargue et l'autre à la Guadeloupe. Alors, c'est quand même terrible. Mais, nous, on est bien, mais là, je suis dans un bureau avec la climatisation, donc ça va être un peu près comme vous finalement. On vous embrasse, passez un bon week-end et bon séjour en Guadeloupe. Et Eric, on espère que tout va bien. Eric, je reviens vers vous avec votre téléphone. Merci beaucoup, j'attends. Merci. Allez, une pause et puis dans quelques instants, on va faire l'essai de la semaine. Attention, voiture hors norme qui a été essayée par Jean-Luc Moreau. Dans notre essai, je sens que je vais adorer. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et pour tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Sud Radio, vous allez avoir dans quelques instants quelques extraits de l'essai vidéo également entièrement tourné par Jean-Luc Moreau que vous retrouverez intégralement sur la page YouTube de Sud Radio. Une voiture que moi personnellement je ne pourrais pas m'offrir, l'ami Jean-Luc. Mais que personne, il n'y en a aucun dans tous ceux qui nous écoutent qui pourra se l'offrir. C'est clair. Il y en aura une centaine de vendus en France, c'est tout. Puisqu'on parle d'une salle de cinéma. Bon, voilà. On en a parlé au début de l'émission. Le vaisseau amiral de la flotte BMW. Alors un look démentiel. Moi, avec la version M Sport que j'avais en noir mat, on a l'impression que c'est la voiture de Dark Vador. Ça fait penser aussi à un avion furtif. Mais à l'intérieur, c'est plus un Airbus version première classe. Alors Airbus, par les dimensions, 5,40 m de long quand même. En plus, ça pèse 2,7 tonnes. Ça développe 544 chevaux. Le confort est juste papal. Alors on imagine, il y a un très long capot. On se dit, oh là là, il doit y avoir au moins un V12. Comment vous avez fait? Oh là là. Et au moins un V12. En fait, non. Parce que la BMW, elle s'appelle i7. C'est une voiture 100% électrique. C'est même la première limousine 100% électrique. Elle est plus haute que ses concurrentes. La concurrente numéro 1, c'est la Mercedes EQS. Mais la Mercedes EQS, elle a une ligne un peu fuyante à l'arrière. Et si vous êtes un PDG, vous allez vous cogner la tête à chaque fois que vous rentrez dans la voiture, donc ça, c'est pas possible. Donc, je dis, c'est la première limousine. Pour cette raison-là, on rentre plus facilement, et on rentre d'autant plus facilement qu'il y a des portes automatiques. Vous appuyez sur un bouton, et ça s'ouvre tout seul. Et quand la porte s'ouvre, vous rentrez dans un appartement. En fait, aux places arrière, on a l'impression d'être dans un jet. C'est une des rares voitures qu'on a plus envie d'essayer à l'arrière qu'à l'avant. Mais ceci ne nous regarde pas. Voilà. Bon, cela dit, devant, c'est pas mal non plus. D'ailleurs, on a des portes automatiques aussi. On appuie sur la pédale de frein pour refermer la porte. Il y a des sièges en vrai cuir de meumeux. On dispose d'ailleurs d'une infinité de réglages. Il y a même des fonctions massage, mais un truc de dingue. Il faut un quart d'heure pour arriver à tout comprendre, rien que les fonctions massage sur la voiture. Les sièges, ils sont chauffants, ventilés. Ils sont plus confortables que le canapé de votre salon. Vous savez, ici, alors moi j'aime bien cette pub, quand on dit c'est pas Versailles ici, et bien ici, justement, c'est Versailles. Et c'est électrique. c'est Versailles. Électrique. Alors, il n'y a pas de lustre en cristal, mais presque. Oh, l'intérieur est magique. Parce que vous avez les commandes de réglage du siège conducteur ou le sélecteur de vitesse ou encore la molette de commande des menus du grand écran central. Tout ça
c'est en cristal, ma bonne dame. Et quand je dis grand écran central, vous avez un écran de 14,9 pouces, qui est également tactile. Bon, faudrait l'émission entière pour parcourir tous les menus qui sont offerts sur cet écran central. Retenez, et on en parle à la fin, qu'il y a un mode théâtre qui transforme les places arrière en salle de cinéma. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cinéma. D'accord. Bon, l'affichage des compteurs derrière le volant, ça fait presque classique dans cette débauche de high-tech. Alors, débauche aussi sous le capot. Bon, il n'y a pas de V12, comme je vous ai dit au début, mais il y a 2 moteurs électriques. Il y a un moteur électrique à l'avant, il y a un moteur électrique à l'arrière. Le tout pour une puissance totale de 544 chevaux et surtout un couple de 745 Nm. C'est pas la cavalerie, cela dit, qui impressionne le plus lorsqu'on prend le volant. C'est simplement la voiture la plus confortable que j'ai conduite à ce jour. Avec la suspension de toute ma vie. Avec la suspension pneumatique, il n'y a plus de bosse, il n'y a plus de trous sur la route. On a vraiment l'impression d'être en avion et de survoler le bitume. La différence, c'est que c'est beaucoup plus silencieux qu'un avion. À 110 km/h, j'ai mesuré 54,8 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 fois moins bruyant qu'une voiture électrique normale. On entend d'ailleurs à l'intérieur de la voiture, on entend surtout les voitures à l'extérieur. C'est un truc de dingue. Bon, c'est également surprenant en ville car on a 4 roues directrices et on n'a pas l'impression de conduire un paquebot qui fait 5,40 m de long. On peut aussi conduire avec une seule pédale si on met le mode B. Donc franchement, fastoche à conduire. Et puis les 4 roues directrices font aussi merveille sur route, en position sport avec toute la puissance, les barres anti-roulis actives, les 4 roues motrices. On a l'impression d'être au volant d'une petite GTI et ça accélère comme un avion de chasse. Franchement, c'est génial. On va sentir aussi très bien sur autoroute. Alors avec une consommation à 130 km/h de 29 kWh au 100 km, c'est raisonnable vu la taille et le poids de l'engin. Vous avez aussi un système de conduite semi-autonome qui marche super bien. Et alors, c'était presque dommage de ne pas avoir de la conduite totalement autonome parce que vous vous mettez dans le canapé derrière et vous écoutez la chaîne IFI, accrochez-vous bien. On a quand même 35 haut-parleurs et 1965 watts de puissance à l'intérieur avec un son qui est absolument fabuleux. Avec 35 haut-parleurs dans une petite voiture comme ça, comme ça, c'est du Dolby. Oui, vous habitez dans le haut-parleur. Avec l'énorme batterie, 101,7 kWh, BMW annonce 625 km d'autonomie, c'est très optimiste, car la consommation moyenne est de 26,6 kWh au 100. C'est plutôt 400 km. Bon, il faisait froid quand je l'ai essayé. Vitesse de recharge maxi, 195 kW. Pendant l'essai, moi, j'ai pas fait mieux que 146 kW avec une borne pourtant toute neuve chez BMW et on descend rapidement en dessous de 100 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins bien qu'une Tesla ou qu'une Kia EV6. Mais vous me direz, vous ferez pas de grand trajet avec ça. C'est une voiture qui fera à l'aéroport, les hôtels de luxe ou des choses comme ça. Bon, on se consolera parce que voilà les images. Parce que pendant qu'on charge, on peut s'installer à l'arrière et regarder un film. Sur le mode théâtre, ça ferme automatiquement les rideaux, le toit, tout. Ça déplie un écran qui fait 31,3 pouces, c'est-à-dire toute la largeur de la voiture. Vous avez la vidéo en 8K, donc de la très haute définition, un son immersif avec les presque 2000 watts. Il y a honnêtement très peu de cinéma qui offre une qualité de diffusion comme ça. Donc finalement, on se dit que le prix il est raisonnable. On achète une salle de cinéma, ça démarre 150 000 euros en prix de base. Alors environ 200 000 euros sur le modèle que j'avais avec toutes les options de la voiture. C'est pas cher pour acheter une salle de cinéma. Bon, ça a du sens quand même, parce que je vous disais, on pourra pas se la payer. Mais c'est des voitures de grande remise. Il y en aura une centaine de vendues en France. Bon, c'est principalement la Chine qui absorbera la production. 47% de la production pour la Chine. Ça explique pourquoi elle paraît un peu décalée chez nous. Et même pourquoi l'essai semble un peu décalé, mais c'est plus du rêve qu'autre chose. Moi j'ai adoré, vous m'avez la voiture la plus confortable, la plus silencieuse que j'ai jamais essayé, un truc incroyable parce que c'est un paquebot et ça se conduit comme une GTI. Et puis l'intérieur est dingue. Et puis je voudrais faire vraiment des kilomètres à l'arrière parce que j'ai pas eu le temps de finir le film que j'avais commencé. C'est dingue, j'avais jamais vu ça. Il y a carrément un écran qui sur toute la largeur de la voiture, c'est un truc de fou. Non, bravo à BMW là, parce que même si moi c'est pareil, je pourrais juste un jour peut-être
me faire promener dedans par quelqu'un qui en aura une, si tant est je connaisse un jour quelqu'un qui peut mettre 200 000 euros dans une voiture. Mais non, mais j'ai eu un coup de cœur. Je pourrais pas me l'offrir, mais franchement, merci. Merci de cette découverte et bravo à BMW. Vous pouvez retrouver l'essai complet en vidéo de Oui, il est BMW. plus long, vous entendrez la musique et tout. On a l'impression d'avoir un orchestre dans la voiture, c'est un truc de fou. La chaîne YouTube de Sud Radio et c'est signé Jean-Luc Moreau, la BMW i7. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Allez, à suivre dans notre rendez-vous On parle auto, eh bien on va parler d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. La compétition fait-elle vraiment progresser la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde ? On en parle aujourd'hui dans ce rendez-vous avec, attention, je vais le dire sans me reprendre, Eugenio Franzetti, directeur de DS Performance. Bonjour Monsieur Franzetti. Bonjour. Bonjour. Je suis là. On se doute avec votre accent que... Vous n'êtes pas suédois. C'est facile. Ouais, bon. DS Automobile est engagé dans le championnat du monde de Formule I. Pour ma maman qui ne suit pas forcément les championnats, c'est quoi ce championnat et les résultats de DS en la matière, c'est quoi ? Alors, le championnat de Formule 1, c'est le championnat mondial. C'est un championnat de la Fédération internationale de l'automobile. Il est arrivé à la 9e saison. Donc, c'est un championnat mondial qui va couvrir 5 continents. Donc, c'est partout. Et c'est un championnat où, comme vous avez dit, c'est dédié à des voitures 100% électriques. Ce sont des monoplaces 100% électriques. D'accord. Nous, on est là depuis la saison 2. Donc, on est les plus anciennes marques premium qui participent à la Formule I. Et on est là parce que pour nous, à la fin, c'est une vraie stratégie. Parce que les motosports, toujours, il est un outil parfait pour la recherche, le développement et aussi pour la communication. Ouais, alors vous êtes modeste parce que vous avez quand même 16 victoires dans le championnat, 4 titres de champion. Bon, c'est tout à votre honneur. Jean-Éric Vergnac qui est le pilote officiel. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Nous, on est la marque plus gagnante à la Formule 1. Ouais. Donc, on a gagné 4 titres, 2 titres constructeurs et 2 titres de pilote. Et aujourd'hui, on est la marque plus gagnante. C'est vrai, on a 16 victoires et on a aussi 46 podiums sous 94 courses qu'on a fait. Donc, chaque 2 courses, on est sous les podiums. J'ai juste nommé Jean-Éric Vergne, il faut aussi nommer le copilote, le coéquipier qui est Antonio Félix d'Acosta, qui est champion en titre aussi. Hein. Non, plus maintenant c'est Stoffel Vandoorne, aujourd'hui, cette année. Antonio Félix d'Acosta, ça a été avec nous l'année passée. Mais aujourd'hui, on a Stoffel Vandoorne, qui c'est les champions du monde aujourd'hui. C'est lequel qui a gagné l'année précédente le championnat. Wow. Donc, on a 2 super champions. Belle team. Vergne, qui c'est le pilote qui l'a gagné c'est l'unique pilote qui a gagné 2 fois les titres des champions du monde. Et on a Stoffel, qui c'est le règne, donc c'est l'actuel champion du monde. Bon, tout ça pour dire que quand vous parlez de voiture électrique, vous savez un peu de quoi vous parlez, puisque vous gagnez les courses. Et alors, ce que monsieur et madame tout le monde ne savent pas, c'est que par exemple, ceux qui roulent dans un DS7, ils bénéficient des avancées de la compétition. Expliquez-nous comment. Ah oui, bien sûr. On fait la compétition vraiment pour avancer très vite dans la recherche et le développement de notre voiture. Nous, on a fait un choix stratégique, c'est d'électrifier notre marque. Et donc, grâce à l'expérience que nous avons fait en Formule I depuis le 2015, on a développé les technologies pour les voitures routières d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à la génération 3 des voitures électriques, on est en train de faire l'expérience pour les prochaines générations des voitures électriques. Surtout, c'est la régénération de l'énergie. Ça, c'est la magie des moteurs électriques. Les moteurs électriques, il est capable aussi de régénérer l'énergie. Aujourd'hui, dans la compétition, nous, on va régénérer plus de 40% de l'énergie qu'on utilise pendant la course, pendant la course. Donc, parce qu'on va régénérer pendant le freinage. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que toutes les voitures ont les mêmes batteries, hein, on est d'accord, que ce soit une DS ou une autre marque, et que la différence se fait sur la gestion de tout ça. C'est des algorithmes qui gèrent tout ça. Et en fait, les progrès que vous faites pendant la compétition, c'est des programmes informatiques. Il est facile de s'en servir pour les mettre dans les voitures de série.
Oui, c'est ça. À la fin, les voitures de compétition des Formule 1, il y a une batterie qui c'est commune, une coque qui c'est commune, un châssis qui c'est commune, mais toute la partie des powertrain arrière, toute la partie qu'elle veut dire inverter, moteur et boîte de vitesse, et elle veut dire surtout les logiciels, ça c'est fait par les constructeurs. Donc c'est fait par DS Automobile, DS Performance. Et donc, grâce à l'expérience que nous on fait pendant les courses, après, les ingénieurs sont les mêmes, on se parle entre eux, et on va développer les voitures routières d'aujourd'hui et de le futur. Alors ça permet quoi sur la voiture routière? Ça permet d'accroître l'autonomie, ça permet d'avoir un freinage régénératif qui est plus agréable. C'est quoi le gain principal? Oui, tous les deux. Tous les deux Ah parce que, parce qu'une fois que tu vas régénérer l'énergie grâce à le freinage, à la fin, tu vas à nourrir la batterie, donc à recharger la batterie. Et donc, à la fin, tu auras une augmentation de l'autonomie. Donc, c'est vraiment grâce à l'expérience que nous sommes en train de faire en Formule 1 qu'on va vraiment à développer les technologies d'aujourd'hui et surtout les technologies du futur. Bon, en plus, j'allais dire, ça vous coûte rien, quoi, de reprendre un programme que vous avez développé pour les voitures de course et puis de le mettre dans les voitures de série, finalement. C'est beaucoup plus simple que de développer un nouveau moteur. Ah, bien sûr. Nous, on fait tous chez nous, donc chez Satori, Versailles, chez Stellantis Motorsport, DS Performance, il travaille là. Et donc, oui, c'est vraiment la magie des motorsports. On ne fait pas seulement pour nous amuser, on fait ça vraiment pour développer les technologies et pour communiquer. Surtout, c'est aussi un outil de communication pour communiquer la notre marque et le savoir-faire de la notre marque. D'accord. J'allais vous demander, quand est-ce qu'on verra une DS qui est directement issue de vos victoires en Formule 1, c'est-à-dire une vraie voiture électrique très performante? C'est possible un jour ou pas? Alors, aujourd'hui, toutes les voitures électriques ou électrifiées que nous avons, ils ont, comme dire, une touche de DS Performance dedans. Après, on a fait une voiture qui s'appelle DS Intense Performance, qui c'est une concept car, mais qui c'est vraiment une voiture faite avec... à la fin, c'est une génération 3 de Formule 1 routière. Après, à partir de 2024, nous, toutes notre nouvelles voitures seront full électriques. Et donc là, ça sera encore plus vrai. Et comme dire, l'expérience Formule 1 dans les voitures. Et je pense qu'il y aura des niveaux sportifs comme toujours. D'accord. Donc une supercar électrique DS, c'est pas impossible. On verra. Non, en tout cas, vous nous réserverez, et vous nous réserverez l'annonce. La primeur, oui. Bien sûr, on fera comme ça. Merci beaucoup, puis bonne suite de championnat, parce que vous bougez pas mal. Hein. Eugenio Franzetti. Oui, pas mal. On a fait une première poste, les dernières 2 courses, on a fait une première, une deuxième poste. Donc on est full watt. Et bravo aussi à toute l'équipe de DS Performance et en Formule AI et qui représente bien aussi notre pays. Vous êtes directeur de DS Performance. Allez, c'est parti, on continue. Merci d'avoir été avec nous. Nous retrouvons dans quelques instants. On va parler freinage, tiens. Et d'environnement, tiens, aussi. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. La future norme anti-pollution Euro 7 va-t-elle régler le problème des particules de freinage? C'est le sujet d'aujourd'hui. On en parle avec Christophe Roccassera, qui est le directeur de Talano Technologies. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Il faut préciser, que sur les véhicules neufs qui sortent aujourd'hui, je parle des véhicules thermiques, pas des véhicules électriques, les particules qui sont issues des freins sont environ 4 fois plus nombreuses que celles qui sont émises à l'échappement. Il y a une nouvelle norme qui est en préparation, qui s'appelle Euro 7, qui va remplacer la norme Euro 6D qui actuellement est en vigueur. Elle est en discussion, elle a pour ambition, entre autres, de limiter ces particules de freinage. Bon, la question c'est, est-ce que ça va être efficace? Alors Christophe, vous, dans les discussions sur Euro 7, on s'achemine vers quoi? Alors, pour Euro 7, la Commission a choisi d'intégrer donc les émissions des particules de frein dans la norme. Elle devrait s'appliquer à partir de 2025, ce qui est un délai qui industriellement est assez court, et imposer un maximum d'émissions en milligrammes par kilomètre, avec un chiffre qui a été exprimé à 7 milligrammes. D'accord. Alors bon, ce qu'on évoquait, oui, parce que 7 mg, ça parle pas à grand monde. Aujourd'hui, une voiture moyenne, ça émet combien de milligrammes à chaque freinage? Alors, quand on regarde l'émission totale d'un freinage,
on est pour une voiture moyenne aux alentours de 30 mg. C'est juste à comparer avec ce qui sort du pot d'échappement aujourd'hui. Pour les particules de pot d'échappement, on est à 4,5 mg. Vous voyez qu'il y a quand même un gap énorme. Donc c'est devenu, en fait, avec la réduction des émissions du pot d'échappement, la première source d'émissions de particules du véhicule. D'accord. Et 7 mg, comment parvenir à un chiffre comme ça, sauf si on freine pas, évidemment? Alors, en fait, il y a la première solution, effectivement, consiste à ne pas freiner, mais on risque de causer plus de problèmes qu'on ne va en résoudre. Non, mais on est d'accord que sur les véhicules qui sont électrifiés aujourd'hui, la part de freinage électrique n'émet pas de particules. La part de freinage électrique n'émet pas de particules. Malgré tout, sur les derniers kilomètres-heure, vous continuez à avoir du votre freinage frein à mécanique. friction. Ouais, Exactement. Raison pour laquelle, sur les voitures, vous avez des étriers de frein sur ces voitures électriques. D'ailleurs, si vous regardez certaines, je ne vais pas la citer, mais une marque américaine bien connue de voitures électriques, vous avez même des étriers qui sont pratiquement des étriers de compétition qui valent très très cher, parce qu'il faut malgré tout arrêter le véhicule. Oui, et puis les véhicules dont vous parlez, il y en a certains qui, pour le modèle haut de gamme, qui franchit les 300 km/h. Vaut mieux avoir quand même des freins un peu consistants, là, oui. Exactement. Il y a d'ailleurs une étude qui a été publiée par un assureur bien connu, qui disait qu'en fait, sur les véhicules électriques, vous avez plus d'accidents que sur les véhicules normaux, parce que justement, vous avez ce surcroît de puissance. Oui, avec des accélérations qui sont incroyables et les gens se méfient pas, en fait. On pense qu'on va pouvoir passer alors que la voiture électrique est en train d'accélérer, et au moment où on s'engage, elle est déjà là. Alors que si ça avait été une 2 chevaux, on aurait eu le temps de faire l'aller et le retour. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Comment les constructeurs vont parvenir à ces fameux 7 mg par kilomètre ? Alors, si on met à part effectivement le freinage régénératif, donc le freinage du moteur électrique, vous avez la solution qui consiste à modifier la composition chimique de la plaquette ou du disque ou des deux pour essayer de trouver des couples, entre guillemets, qui émettent moins. Ça, on sait qu'il y a des choses qui existent de ce type avec des réductions aux alentours de 40 à 50%. Mais avec ça, vous n'avez fait qu'une partie du chemin, vous n'arriverez pas aux 7 mg. Oui, puis surtout, tout dépend ce qu'on émet. Ouais. Si on émet 30 mg de trucs pas dangereux et que là, d'un coup, on se met à émettre 7 mg de choses beaucoup plus dangereuses, on n'a pas résolu le problème de la pollution. Exactement, vous avez tout à fait raison. Les freins, c'est avant tout un problème plus de santé publique en fait que d'environnement. C'est des choses que vous inhalez et qui altèrent votre santé. On sait qu'il y a un lien avec Parkinson, avec Alzheimer, on sait qu'il y a des liens avec des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que je freine plus, moi. C'est pour ça que j'ai arrêté de freiner. Voilà, c'est une bonne manière de faire, effectivement. Donc, effectivement, comme vous le disiez très justement, si, imaginons qu'on divise par 2 l'émission d'un système de freinage avec une nouvelle formulation, et que compte tenu de ce que vous avez mis dedans, vous multipliez la toxicité par 2, vous n'avez absolument rien résolu. Ah bah c'est clair. Oui. Ouais. Alors que des solutions, et vous en avez une, parce que on se connaît déjà depuis plusieurs années. Vous en avez une avec, Laurence qui aime bien faire le ménage, c'est qu'il y a des aspirateurs qu'on peut mettre à proximité à proximité des freins, donc juste à côté de l'étrier. Et ça, c'est une solution qui peut se développer justement avec cette norme Euro 7 où les constructeurs ont choisi des choses moins chères. Alors, pour l'instant, effectivement, ils ont choisi, ils dirigent plus vers la formulation, donc le changement des compositions. Nous, ce qu'on dit, c'est que quel que soit ce qui est émis, à la fin, il faut le filtrer. C'est pas suffisant, effectivement, et pour une raison qui est également à préciser, qui est importante, vous achetez votre voiture neuve en concession, elle a ces nouvelles plaquettes et ces nouveaux disques qui émettent moins. Une fois que vous allez avoir usé vos plaquettes de frein, vous irez en concession. Et en concession, vous n'êtes pas certain qu'on va vous remettre les mêmes plaquettes. Oui, d'autant aussi, si elles sont plus chères, c'est clair que vous opterez pour des plaquettes moins chères. Ça, c'est d'accord. Exactement. Donc, c'est la difficulté, en fait, de cette réglementation qui va s'attaquer à des pièces détachées, en fait. Ouais. Et là encore, nous, on a développé une techno et, entre autres, dans le filtre, vous avez un petit signal d'alarme qui vous dit il faut changer votre filtre. Oui, donc, on peut assurer la réduction et la pérennité de la réduction de l'émission pendant tout le cycle de vie de la voiture. D'accord. Ça va se décider quand, cette norme Euro 7 ? Parce que là, on est dans les discussions pour le moment. Est-ce que vous pensez pouvoir peser pour justement une solution d'aspiration ?
Alors, on pèse très peu, on est une start-up, donc on n'a pas ça au très très grand groupe, et je pense qu'on a des arguments de bon sens. Le texte a été émis par la Commission européenne le 10 novembre, il est maintenant dans le jeu des parlementaires à Bruxelles, donc au niveau des commissions, il y a un comité qui s'appelle le comité environnement, qui est chargé de se prononcer sur le texte et de voir s'il faut l'améliorer et dans quelles conditions. Ça passera ensuite au vote. On estime que le vote au niveau du Parlement devrait intervenir au mois d'octobre. D'accord. Bon, donc d'ici là, il faut essayer de parler un maximum de technologies comme les vôtres. Vous êtes tout seul sur le marché à proposer des solutions comme ça ? Non. Alors d'abord, on n'est pas tout seul. Vous avez un constructeur allemand, un fabricant allemand de filtres qui a développé une technologie qui permet de filtrer également. À notre connaissance, c'est les deux seuls technos qui existent aujourd'hui en termes de filtration et de réduction à la source. Mais nous, on a fait un choix, de toute façon, qui était pas de fabriquer, mais de distribuer en fait notre technologie sous forme de licence. D'accord. Donc, on vend nos licences, en fait, nos portefeuilles de licences en termes d'exploitation à des équipementiers qui eux-mêmes vont fabriquer. C'était extrêmement important pour la Commission européenne parce que la Commission, et à juste titre, n'aime pas les abus de position dominante. D'accord. Donc, il faut pouvoir avoir une diversité d'équipementiers qui, en compétition les uns contre les autres, vont faire que les prix seront raisonnables et que pour le client final, ça sera raisonnable. Pour le mot de la fin, pour le prix pour le client final, on peut tabler sur combien ? Aujourd'hui, sur les premiers protos qu'on avait faits, qui sont faits pour des gros véhicules, plutôt des SUV un peu sophistiqués, on est aux alentours de 300-350 €. On sait que très vite, ça va descendre avec la production en masse. On a un objectif à 150-160 €. Je pense même que derrière, ça pourra descendre encore plus. D'accord. Bon, parfait, on en reparlera. Merci beaucoup, plaisir. Christophe Roccasera. Donc, CEO, c'est comme ça qu'on dit en English, de Talano Technologies. Voilà, ouais. Parfait, merci beaucoup. Et en Corse, on dit aussi CEO vous pouvez essayer. Ouais. Non, parce que Roccasera, on se doute un peu. Quoique. Oui. Mais en tout cas, passez un bon week-end et merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, dans quelques instants, on va continuer avec l'une de vos questions. Vous nous écrivez je participe @sudradio.fr ou vous nous appelez au 0826 300 300. C'est à vous dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Que le temps passe vite. Nous voici déjà arrivés dans la deuxième heure dont parle auto. Ça va, l'ami Jean-Luc ? Oui, ça va. Mais vous parlez pas comme d'habitude. Je fais la voiture qui parle. Mais quelle voiture ? Qui fête ses 40 ans, comme moi. C'est quoi cette histoire de voiture qui parle ? Ben oui, en 83, la Peugeot 505 Turbo, puis la Renault 11 TSE ont pris la parole. C'est la première fois que des voitures parlaient. On les entendra tout à l'heure, vous allez voir, ça va vous faire rigoler. Il y a Bastien qui a les sons, il est déjà mort de rire et très content de ce qu'il va nous faire vivre, vous qui écoutez Sud Radio et nous qui sommes avec vous en direct. Allez, dans quelques instants évidemment, on continuera de parler de vos questions au 0826 300 300 ou par mail je participe @sudradio.fr. Vous savez que vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous avez commencé à créer une vraie communauté, vous vous répondez entre vous, c'est vraiment hyper agréable. On a des vrais pros de l'autre côté de l'ordinateur. Oui, puis ça me fait moins de boulot en fait. C'est ça qui est bien. On parlera des Automobile Awards. Oui, avec Lionel Robert. Dont nous sommes partenaires. Exactement, avec plein de nouveautés, avec des nouveaux trophées qui seront décernés, des nouveaux partenaires, enfin bref, que du bien. On parlera également d'autres rendez-vous avec vous, évidemment d'actualité. Quelle auto choisir ? On vous donnera la parole au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler, mais tout de suite, on va commencer l'émission et l'heure, la deuxième heure avec vous, en vous donnant la parole et en posant vos questions. Sud Radio, on parle auto. C'est une question d'Alain qui est arrivée par mail à jeparticipe@sudradio.fr et Alain nous dit la chose suivante. Quand j'étais jeune, je prenais souvent des décharges d'électricité quand je descendais de la voiture de mes parents. Ils avaient d'ailleurs installé une languette qui pendait à l'arrière de la voiture pour éviter ce désagrément. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus jamais. Comment peut-on expliquer cela ? Il n'y a plus de languette ? Il n'y a plus de languette. Mais vous vous souvenez, Laurence, des Oui. languettes derrière là ? Oui. Bon, c'était ridicule, mais en fait, ça servait à mettre les voitures à la terre.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre une décharge d'électricité? Parce que Alain dit ça m'arrive plus jamais. Il a peut-être des voitures modernes, mais quand on a des voitures un peu plus anciennes avec des selleries en tissu, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous montez souvent dans des voitures avec des selleries en tissu, avec des bas nylons ou des collants. Enfin, j'en sais rien. Je ne peux pas vous raconter ma vie le samedi soir. Mais le frottement, en fait, on va imaginer un collant en nylon, le frottement sur un siège en tissu, ça arrache des électrons, ça va créer en fait une différence de potentiel. Bon, alors on va pas dire ça comme ça, mais en gros, si vous avez un air qui est très sec, parce que c'est souvent, si vous caressez votre chat, que l'air est très sec, vous allez prendre des décharges d'électricité, alors que quand il fait humide, vous en prenez pas. Bon, alors avec un air qui est très sec, vous arrivez à des tensions qui peuvent être entre 10 000 et 20 000 volts. Alors donc si vous sortez de la voiture, vous prenez la poignée de la porte, clac, aïe, ça fait mal. Jean-Luc Moreau vient de se métamorphoser en Jamie de France 3. Non, alors comment ça marche? Non, cette électricité statique, on peut d'abord la faire passer dans la voiture en prenant un truc métallique de la carrosserie avant de sortir. Voilà. Si on a également des semelles isolantes, on ne prendra pas la décharge. Mais pourquoi est-ce que les voitures modernes sont moins sujettes à ça que les voitures anciennes? Et non plus leur languette? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, les pneumatiques n'ont plus rien d'isolant. Aujourd'hui, il y a des matériaux dans les pneumatiques qui font que le courant passe à travers le pneumatique. Parce que c'est eux qui font tout le monde disait un pneu c'est isolant parce que c'est du caoutchouc. Mais alors c'est pas que du caoutchouc un pneu. Il y a d'autres matériaux dans le pneumatique qui font que un pneu moderne, il va être plus conducteur qu'un pneu qui a 30 ou 40 ans. Donc l'électricité statique qui est produite dans la voiture va s'évacuer dans le sol en permanence, donc on aura moins ce phénomène de coup de jus quand on se frotte sur la banquette. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous frottez sur la banquette? Non, mais alors Bastien est mort de rire. Voilà, notre réalisateur vient d'éclater de rire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je crois qu'il s'est fait cueillir par la réaction de Jean-Luc Moreau sur Sud Radio, un peu comme moi. Mais je me retiens. Mais non, moi, je n'ai plus jamais eu ce genre de problématique. Voilà. Mais alors, si vous l'avez, il y a un petit truc, à 2 francs qui marche bien, il paraît. Alors 2 essayé. euros, on dit maintenant. On est en 2023. C'est un morceau d'assouplissant en feuille qu'on met dans sa poche. Ah, ouais. Voilà. Et l'assouplissant, ça fait antistatique. Oui, mais c'est ce qu'on met dans le on met ça dans le sèche-linge. C'est bien les lingettes pour l'écologie de la planète si on pouvait éviter. Bah oui, mais là vous la gardez en permanence. En plus, vous sentez bon. Vous mettez dans votre pantalon. Vous sentez bon. Tu sais quoi ton nouveau parfum? Mini-Mire. Ok. Voilà, il y a les semelles isolantes, c'est plus simple finalement. Non, mais par contre, les semelles en crêpe, c'est pareil. On se prend des coups de jus quand on a des semelles de chaussures en crêpe. Quand vous frottez vos pieds sur la moquette, parce qu'on parlait des sièges, mais la moquette synthétique, c'est la même chose. Pareil. Bon, mais en tout cas, on en a appris beaucoup grâce à vous sur le fait que les pneus, maintenant, n'étaient plus isolants, et donc c'est eux qui font le rapport. Moins isolants. Ils font la terre, quoi. Ils font ce que la languette qui traînait derrière faisait avant. Bon, merci beaucoup. Tiens, puisqu'on parlait de pneus isolants, moi, je vous propose de continuer de parler de pneus maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et nous allons tout de suite accueillir Monsieur Pneu de On parle auto sur Sud Radio, Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, vous n'êtes pas bloqué dans le métro, vous, parce qu'on essayait de joindre Rémi, qui est un auditeur, mais on l'a eu, ça a coupé, ça. Donc du coup, bref, c'est compliqué. Je vais poser la question pour lui. Voilà, Rémi. Alors faites Rémi, Laurent. Il fait Rémi, donc il a appelé le 0826 300 300 dans le métro, donc c'était compliqué. Bonsoir. Non, c'est bonjour. J'ai un Toyota RAV4 hybride, 4 roues motrices, et quand je vais chez un concessionnaire Toyota ou un centre auto, on refuse de me changer que 2 pneus sous prétexte que c'est un 4x4. Je pensais que cette règle ne s'appliquait pas à ce type de motorisation où il n'y a pas de liaison entre les essieux. Voilà. Bon, alors, vous allez me faire développer en... il vous reste l'essieu pour pleurer, voilà. C'est ça. Donc, non mais j'étais obligé. Allez, Dominique, vous me pardonnez, je vous coupe l'herbe sous le pied. Parce qu'il aurait été capable de la faire. C'est très bien. Non, parce que déjà j'en ai loupé une, c'était il y a 15 jours que vous m'aviez conseillé. Oui, mais il y a prescription. Non, vous pouvez peut-être la faire rapidement, Dominique. Non, je vais répondre à la question. Ah non, elle était mignonne. C'était monsieur et madame... C'est monsieur et madame Talus qui ont 4 enfants.
Comment s'appelle-t-il? On donne notre langue au chat. Eh ben, il s'appelle Jean et Jean parce qu'il y a toujours 4 Jean talus. Pou, 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 pou. Joli. Voilà. Voilà. Donc vous l'avez vu, on parle auto avec beaucoup de sourire et d'humour. Alors, Dominique. Donc, la question est de Rémi. Voilà, on rappelle rapidement. Est-ce que, alors sur un Toyota RAV4, effectivement, on a un essieu arrière électrique et puis des roues avant motrices avec aussi un moteur électrique mais un moteur thermique. Il n'y a pas de liaison mécanique entre les deux, donc ça paraîtrait logique de se dire je change 2 pneus et pas les 4 en même temps. Alors déjà, pourquoi est-ce que, tiens, on va commencer à l'inverse. Pourquoi est-ce que sur un 4x4 où il y a une liaison mécanique entre l'essieu avant et l'arrière, il faut changer les 4 pneus en même temps? Et tout simplement parce qu'un pneu usé a un développement inférieur à un pneu neuf. Et donc cette différence va créer une distorsion mécanique et risque d'entraîner une destruction ou une défaillance de la transmission mécanique, soit au niveau de la boîte de transfert, soit au niveau d'un des essieux. Et ça peut créer des dégâts très très importants. Donc sur un 4x4 traditionnel, avec une liaison mécanique entre l'essieu avant et l'essieu arrière, la règle, c'est de changer ses pneumatiques en même temps. Donc les 4 en même temps, d'accord. Voilà. Et alors là, donc, il n'y a pas de liaison mécanique. Est-ce qu'il faut quand même changer les 4 pneus? Alors j'avoue que c'est un peu une colle. Dans le principe, non, puisque les 2 essieux sont indépendants. Cependant, aujourd'hui, les véhicules ont des systèmes électroniques extrêmement sophistiqués, extrêmement pointus, extrêmement sensibles. Et peut-être que chez Toyota, on a un risque d'allumer l'ESP ou l'ABS, donc en fait qui sont des systèmes qui mesurent la vitesse de rotation des roues, tout simplement parce que ce système électronique va détecter une vitesse de rotation des roues différente. Alors je ne pense pas que ça puisse avoir de conséquences sur le véhicule, mais effectivement ça peut allumer un signal d'alerte au tableau de bord. D'accord. Alors quand vous dites qu'il y a une différence de circonférence, c'est important entre un pneu neuf et un pneu usé? Alors c'est pas très important, puisqu'en fait un pneu neuf a une hauteur de gomme qui est de l'ordre de 7 à 8 mm. Quand il est usé, la limite légale, c'est 1,6 mm. Donc en fait, on va user environ 6 mm. C'est pas très important, mais aujourd'hui, les systèmes électroniques sont extrêmement sophistiqués, extrêmement sensibles. Et effectivement, sur certains véhicules pointus, ça peut créer une alerte au tableau de bord. D'accord. Bon, là, on parle pas forcément que de véhicules 4 roues motrices. On parle de tous les véhicules modernes. C'est-à-dire que sur tous les véhicules modernes, il faudrait changer 4 pneus à la fois. Vous seriez pas un peu président du syndicat du pneu, vous? Non. Alors je vais vous le dire autrement, Jean-Luc, pour vous prouver que le but, c'est d'aider les automobilistes et non pas de leur vendre systématiquement des pneumatiques. Il y a une solution à ça, c'est de d'inverser très régulièrement les pneus avant et les pneus arrière. Alors pour autant que le véhicule, que ce soit les mêmes, que ce soit les mêmes, de le faire très très régulièrement de façon à équilibrer l'usure des pneus et au final, on changera les 4 pneumatiques en même temps. D'accord. Mais ça changera rien. Il faudra changer les pneumatiques à un moment ou à un autre. Donc on cherche pas à vendre des pneus supplémentaires, mais seulement à aider nos amis automobilistes. Donc, alors, si je prends un exemple très concret, Dame Laurence de Paris, qu'on gardera anonyme pour l'instant, doit changer les pneus avant de sa BMW, mais elle soupçonne aussi les pneus arrière d'être un peu usés, ce que j'irai vérifier tout à l'heure dans le parking. Donc, elle a tout intérêt, d'après ce qu'on vient d'entendre, de toute façon, à changer les 4 pneus. On est d'accord? Ah, il y a intérêt à changer les 4 pneus, sauf si effectivement les pneus arrière, donc qui sont moins usés que les pneus avant, ont été changés dernièrement. Jamais. Auquel cas, jamais. Jamais. Et est-ce que je peux vous demander combien elle a de kilomètres votre 50 000. Comment vous savez que c'est Laurence? C'était anonyme. Parce que j'ai 50 000 km sur ma BM. Ma petite BM série 1. Donc, on a probablement l'intérêt à changer les 4 pneumatiques en même temps. Et puis en termes de sécurité, c'est quand même mieux. Alors c'est d'autant mieux que j'en parlais avec des professionnels du pneu il n'y a pas si longtemps au téléphone. J'en connais quelques-uns qui m'alertaient sur le fait que là pour l'instant sur une grande partie de la France le temps était très sec, donc les routes étaient très sèches, donc ça allait. Mais dès que ça va redevenir humide, des pneus trop lisses
c'est dangereux. Ouais. Donc faites attention, et les premières pluies sur des routes très sèches, là ça peut devenir vraiment des miroirs de glace, quoi. Alors c'est une excellente remarque, De rien, Laurence, monsieur. et pas que des pneus usés. En fait, tout simplement, pendant la période sèche, les véhicules ont déposé une couche d'huile sur la chaussée, et lorsqu'il va pleuvoir, cette huile va être délavée et la chaussée va se transformer en savonnette. patinoire. Donc, C'est ça, en patinoire. voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle le verglas d'été, qui est insoupçonné, mais de temps en temps qui peut se terminer en catastrophe. Oh oui, Si il se met à pleuvoir après une longue période de sécheresse, ce qui est le cas. attention, levez le pied. Eh ben, vous Prenez savez vos quoi, précautions. Dominique, on prend rendez-vous là pour une émission dans une quinzaine de jours pour parler de ça, parce que comme il n'a pas plu depuis longtemps et qu'il Mais il va pleut, là. recommencer à Cette pleuvoir, semaine, il a plu, là, il va donc, recommencer à ouais. pleuvoir, on va prévenir les Ouais, automobilistes. Tout à fait. Pour qu'ils En tout soient cas, il plus a plu prudents. sur la partie nord de la France là, depuis dimanche dernier. Donc ça y est, là, on est un peu dans le risque. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Dominique Stemfeld, d'avoir été avec nous, président du syndicat du pneu. Quant à nous, on fait une pause. Bon week-end, Dominique. Soyez prudents sur la route. Ouais, on vous embrasse. Nous, on va parler tout simplement de Classic Cars. Refaites-moi la voix. La voiture La qui voi- parle. Ok, elle a changé, elle a vieilli, et puis elle a perdu ses dents depuis tout à l'heure. Allez, on parle de la voiture qui parle, qui parle à 40 ans. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto. Classic Cars. Message parlé. Fonction sous contrôle. Les alertes. Pression d'huile. Température moteur. Système électrique. Freinage. Les pré-alertes. Liquide refroidissement. Carburant. Plaquettes frein. Les oublis. Frein de parking. Porte. Capot. Coffre. Ouais, on va pas Ah, tout c'est écouter, génial. Laurence. Non, Je mais vous c'est offrirai génial. le disque pour votre anniversaire. mais ce qui est C'est génial- sympa à écouter le soir pour Et s'endormir. puis surtout, ce qui est génial, Jean-Luc, c'est retour dans le temps. Enfin, il y a 40 ans, c'était la première voiture qui ça, parlait. ça, c'était la R25, Bravo, donc quoi. c'est un peu après. Et alors, il y a Stéphane Schlesinger, qu'on Ah, a c'est déjà eu génial. avec nous, qui est journaliste. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez pris du plaisir Avez-vous pris du Je plaisir suis bien connecté. Avez-vous pris du plaisir à réécouter ce son Stéphane? Pardon, oui. Oui, avez-vous pris du plaisir à réécouter ce son, vous qui êtes journaliste auto, entre autres? Beaucoup. Beaucoup plus. Ouais, je pense qu'on va perdre pas mal d'auditeurs avec cette chronique Alors, aujourd'hui. il faut qu'on explique. Ah non, Voilà. c'est marrant. C'est la chronique Classic Car, et vous avez, voilà, on fête Ouais. les 40 ans des premières voitures qu'on parlait, en fait. Exactement. Les premières voitures qu'on parlait. Alors, c'était pas tout à fait il y a 40 ans, Stéphane, c'était il y a 40 ans en Europe, mais il y avait eu un précédent. Oui, alors ça a commencé aux États-Unis. Enfin, une voiture japonaise vendue aux États-Unis, qui était une Datsun Maxima, parce qu'à l'époque, Nissan s'appelait Datsun Export. Et ils avaient sorti donc une voiture qui délivrait des alertes vocales. Voilà. Et c'était pas mal fait parce que les Japonais avaient, apporté une espèce de dimension poétique au système, dans la mesure où c'était un vrai disque. Ah, c'était un vrai disque. Ah ouais. C'était pas une voix digitalisée. D'accord. Donc ça sonnait de manière très naturelle, en fait. Donc ça marchait pas mal. Ouais. Bon, après, les Français après, sont engouffrés dans la brèche. Donc, les deux premières en France, c'était la Peugeot 505 Turbo et la Renault 11 TSE. Et là, c'était moins poétique. Oui, parce qu'en fait, les Français et les Américains, parce qu'en même temps, il y a eu Peugeot, Renault et Chrysler. Et Chrysler, avec l'accent. Et en fait, eux, ils ont recouru à un système entièrement digitalisé de Texas Instruments que les gens un petit peu plus âgés, connaissent un petit peu, parce que c'était le même système qui était employé dans le jeu La Dictée Magique. Ah oui. Eh oui. C'était le même principe, la même puce. Ok. Ouais. Alors moi, je peux vous raconter quand même, Enfin, c'est l'ancêtre pour de l'avoir Siri, vécu. ça. Ouais, pour l'avoir vécu. Alors, en 83, j'étais encore pas journaliste, mais par contre, tout à l'heure, le son de la R25, là, moi, ça, je l'ai vécu en direct, et je peux je peux vous raconter un trajet entre Strasbourg et Paris. Vous voyez, c'est assez long, un trajet entre Strasbourg et Paris, avec la voix qui vous dit en permanence, sans s'arrêter, coffre,
mal fermé. Coffre mal fermé. Donc on s'arrête une fois, on ferme. Ah non, mais le même, coffre était fermé. Le coffre était fermé, mais la voix de synthèse, pendant tout le trajet, disait coffre mal fermé, sans pouvoir régler le volume de la fameuse voix. Hein. Donc tout le trajet, vous avez quelqu'un qui vous dit coffre mal fermé. Donc au bout d'un moment, vous avez envie de mettre le feu à la voiture. Il n'y a pas d'autre mot, donc c'était juste horrible. Alors ce qui est, comme si c'était les premiers pas. Non mais Stéphane, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont partis d'une vraie voix en plus, et que après ils l'ont entre guillemets digitalisé. Mais après c'est tombé en boîte de garage. Oui, une voix de garage. Une belle voix en tout cas. C'est le bonhomme qui a fait ça, je crois que c'est le même qui avait fait la voix pour la Dictée Magique. Enfin, ça a vérifié, mais il me semble effectivement ils ont réussi. Ils étaient allés chez Renault. Et ils ont enregistré sa voix, les intonations. Moi, je suis pas expert en électronique, hein, donc voilà. Et ils ont reproduit ça dans le système, qu'on a pu entendre de manière si mélodieuse. Ouais, on va dire. Tiens, est-ce qu'on peut en avoir une autre petite louche, Bastien? Message parlé. Fonction sous contrôle. Les alertes. Pression d'huile. Température moteur, système électrique, freinage. Et là, on a toute la jeune génération qui nous écoute. Ils se disent, mais de quoi il parle? Bon, les voitures continuent à parler aujourd'hui, mais c'est pas simplement des alertes. On peut même dialoguer avec certains véhicules. C'est-à-dire que auparavant, là, au début des années 80, les voitures prenaient l'initiative de parler. Donc, vous roulez tranquillement et tout d'un coup, il y a une voix qui sortait et qui vous lançait un message d'alerte. Maintenant, c'est l'inverse. Elles ne font que réagir à une impulsion. C'est vrai. Donc, c'est moins intrusif, disons. Mais effectivement, elles peuvent toujours parler. Hein. Donc, ça peut même être assez amusant. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut arriver. Moi, les challenges, à chaque fois, je pose toujours des questions un petit peu, genre quand je suis chez Mercedes, je demande ce qu'ils pensent de BMW et inversement. Voilà. Bon, en plus, ils ont aujourd'hui dans les algorithmes qui gèrent ça, ils ont intégré ce genre de questions. Donc à chaque fois, vous avez toujours une réponse. Je crois que la dernière fois, une Mercedes m'a répondu. Je pense la même chose que vous, puisque vous êtes dans une Mercedes. Hein, voilà, je lui demandais ce qu'elle pensait de BMW. Qu'est-ce que vous pensez de BMW? Elle me dit la même chose que vous, puisque vous êtes dans une Mercedes. Est-ce qu'on se souvient de ce qui avait créé à l'époque cette voix, pas qui dans le sens humain, mais qu'est-ce qui avait poussé à essayer d'avoir des voitures qui parlent? On se souvient ou pas? C'était juste une évolution. Oui, disons que c'était aussi une époque où on tentait d'un petit peu. C'est intéressant, c'est une époque où on tentait de un peu tout réinventer. Le début des années 80, c'était très pas années 70, début 80, c'était une époque en fait très prolifique. Et on tentait de tout réinventer, c'était marrant. Donc les voitures commençaient à avoir des tableaux de bord digitaux. Le tableau de bord digital, j'allais dire de la Renault 11 électronique, là, que c'était c'était illisible, mais ça faisait guerre des étoiles, ça faisait Kit dans, vous savez, la série K2000 là. C'est ça. Exactement. Je pense qu'il devait aussi y avoir une influence aéronautique parce que les avions délivrent aussi des alertes vocales. Donc, mais bon, là, ça s'inscrit dans un cadre, de compétences et de conduite, de pilotage un peu plus compliqué qu'en voiture. Mais bon, c'était une période où tout digital commençait. On commençait à tout digitaliser et c'était un nouvel espace qui s'ouvrait à nous, quoi. C'est sympa. Ouais. Et ça s'est arrêté quand, avant de reprendre avec les vrais dialogues qu'on peut avoir aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que ça a perduré jusqu'au début des années 2000, parce que je crois que dans les Laguna 2 de sinistre mémoire, des Belsatis, des trucs comme ça, il y avait encore non mais là c'était parce qu'elles avaient une fiabilité absolument désastreuse. Ah oui, surtout avec les boîtes automatiques, c'était juste une catastrophe. Non mais tout déconne. Mais bon, bref. Allez, bam. Elles ont été développées trop vite, mais c'est une autre question. Ouais, on va en parler des heures. Merci beaucoup. Bon, on en reparlera des heures. Merci beaucoup, Stéphane. En tout cas, on a bien rigolé. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé aussi. Merci beaucoup. Tiens, allez, juste pour le bonheur, comme ça, pour le petit délire. Allez, Bastien. Message parlé. Fonction sous contrôle. Les alertes. J'aime bien le sous contrôle là. Ouais, c'est sous contrôle. Température moteur, système électrique, freinage. Et puis ce qui est drôle, c'est message parlé. Alerte.
C'est bien articulé. Hein, ça, c'était la R25. Ça, c'est la R25. C'est la R25. Il y a un petit côté Casimir. Oui, c'est vrai. C'est venu le temps d'Élise et des champs. C'est un peu la même époque. Hein. C'est la même époque. C'est à peu près la même époque. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Bon week-end. Stéphane Schlesinger qui est un journaliste auto également. Allez, à suivre, on va vous laisser nous parler avec votre propre voix sur Sud Radio dans On parle auto. Quelle auto choisir? On vous attend, on vous accueille 0826 300 300 pour vous faire aider par Jean-Luc Moreau pour choisir votre prochaine voiture qui peut-être vous dira message parlé, mets ta ceinture de sécurité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Déjà midi et demi pratiquement, vous êtes peut-être en train de passer à table. Attendez, ne partez pas tout de suite, continuez d'écouter On parle auto sur Sud Radio puisqu'on vous accueille au 0826 300 300. Max a une question à vous poser, Jean-Luc. Salut Max. Bonjour Max. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous appelez d'où? Vous êtes où? J'appelle de l'Oise, je suis pas très loin de Paris, je suis pas loin de Senlis, Chantilly, dans cette belle région du nord de la région parisienne où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Effectivement. On vous écoute. Alors, je suis à la recherche pour mon travail d'un véhicule plutôt monospace, donc un 7 places. Vous voulez 7 places vraiment? Pourquoi vous faites ces minibus qu'il vous faut, non? Minibus, c'est carrément hors budget. Non, mais vous avez vraiment besoin de cette place? Vous transportez beaucoup de monde? Ouais, je travaille pour une association, donc je suis amené à véhiculer des enfants et du matériel. D'accord, ok. Voilà. Donc 7 places. D'accord, 7 places. Si possible, hein. Si c'est un 5, c'est bien quand même. Je vois un Renault arriver. Oui. Voilà. Alors, 7 places, allons-y. Mon budget est assez restreint, il se situe entre 7 000 et 7 500 euros, ce qui va m'amener sur des véhicules qui ont déjà un peu de vécu, 160 à 180 000 km, on va dire. Oui. Et donc, ma question pour Jean-Luc, c'est à ce niveau de kilométrage, quels sont les moteurs diesel fiables? Moi, je peux dire un nom, comme ça, si je peux m'appuyer en Jean-Luc Moreau, moi, je penserais à un grand C4 diesel. Alors, le C4 Picasso. Le grand C4. Oui, mais un grand C4 Picasso 2, c'est un excellent choix en matière de confort, d'agrément de conduite, mais... toutes les motorisations diesel sur ce modèle ont eu des soucis de fiabilité. Donc, si vous en prenez un à 180 000 km, c'est un peu comme si vous jouiez à la roulette russe, mais vous mettez 6 balles dans le barillet, vous voyez? Ouais, d'accord. Non. Donc, moi, je vous conseille pas. Bon, votre choix, c'est un peu la quadrature du cercle, quand même. Parce qu'avec un budget comme ça, vouloir un gros véhicule, ça sera forcément pas un perdreau de l'année. Et le problème, c'est que si on prend tous les modèles qui sont très disponibles et facilement disponibles sur le marché, bon, là, Laurence, elle a pris le meilleur. Donc ça, c'est bien. Le C4 Picasso 2, mais en matière de fiabilité, j'appuierai sur le bouton. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le Peugeot 5008. Peugeot 5008, première génération. Même chose en matière de fiabilité sur les diesels. C'est pas ça. Next. Vous allez avoir HDI, c'est pas ça? Non, c'est pas ça non plus. Vous allez avoir le Scénic 3. Le Scénic 3, pareil, en fiabilité misère. Le 4, il est fiable, mais il n'est pas dans votre budget. Donc on oublie. Si vous allez voir chez Ford et Volkswagen, c'est exactement la même chose. Et me dit, alors comment ça se fait? Ils n'étaient pas fiables, tous ces véhicules-là? Oui, parce que dans la décennie des années 2010, avec tous les systèmes anti-pollution qui sont venus se rajouter, on a beaucoup. Alors maintenant, ils maîtrisent mieux, donc la fiabilité est meilleure sur les derniers modèles, par exemple les Blue HDI sont plus fiables que la génération juste avant, et surtout si les véhicules ont été mal utilisés, parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Si c'est des diesels qu'on fait que de la route sur l'autoroute, il n'y a aucun problème, vous pouvez en prendre un à 170 000 km, il n'aura pas de souci. Par contre, si c'est un diesel qui a fait des petits trajets ou qui a fait de l'embouteillage, là, vous êtes sûr et certain d'avoir des gros frais à faire dessus. Quand on dépense 7 000 euros dans un véhicule, la moindre panne derrière, elle est éliminatoire parce que vous allez changer les injecteurs, ça va tout de suite être 2 500 euros. Donc, moi, j'ai une idée. Vous explosez votre budget. Vous avez pensé au pédibus, Max? Alors moi j'ai un modèle, mais là pour le coup il n'y aura pas 7 places, mais en 5 places vous aurez un très grand coffre. C'est pas un monospace. D'accord. C'est une marque.
Dacia? Non, c'est pas Dacia. Tic tac, hein, c'est une marque. 5 places. C'est une marque. Notre réalisateur était déguisé aujourd'hui et venait du pays en Toyota. question. Alors c'est pas Toyota parce que contrairement à ce qu'on peut croire, non, c'est coréen. Donc c'est japonais. Voilà, on commence petit à petit, on s'approche. Non, parce que les moteurs Toyota diesel de cette période-là, c'est pareil, ils sont pas exempts de défauts. Honda. C'est exactement Honda. Un CR-V3 avec le moteur diesel 2 litres 2, c'est hyper fiable. Donc alors c'est pas du 7 places, mais c'est 5 grandes places. C'est un moteur qui est à la fois souple, puissant, économique, et si vous cherchez de la fiabilité, alors il y a des versions, vous en verrez, qui ont plus de 300 000 km. Donc si vous en trouvez un à 170 000, il est tout juste rodé. Ok, d'accord, parfait. Mais du coup, je vais être un peu une maman, parce que vous avez une association, vous avez dit que vous emmeniez des enfants. Si vous devez emmener 6 enfants plus vous, ça fait 7 au niveau de l'assurance. Non, mais là, ça passera pas. Bah ouais. Là, ça passera pas. Là, vous pourrez en emmener que 4. Bah oui. Voilà. Oui, mais c'est déjà bien, en fait. Je cherche entre 5 7. 7, c'était le bonus, quoi. C'était. Ouais. Bah, mettez une remorque. Non, je rigole. Non, cette place, je vous dis, le problème avec votre budget, c'est que vous savez pas sur quoi vous allez tomber. À moins d'avoir vraiment un propriétaire qui vous dit oui, j'ai fait tous les entretiens réguliers, j'ai fait que de l'autoroute ou que de la route avec. Non, bah, ça. En plus, il faut que je passe par un professionnel obligatoirement. Ah bah alors, donc laissez tomber. Là, j'en ai déjà vu des véhicules, mais à chaque fois, il manque le carnet d'entretien, ils savent pas d'où il vient exactement. Donc. Non mais regardez, alors vous allez, il y a des sites d'annonces, il y en a plein. Vous avez la Centrale, vous avez le Bon Coin, et vous allez en trouver du Honda CR-V3, il y en a. Ouais, mais je crois que Max, vous devez passer par un professionnel obligatoirement ou pas? Ouais, il faut une facture. Oui, mais il y a des professionnels qui vous les vendront parce que, en fait, les concessionnaires reprennent ces véhicules-là d'occasion et ensuite c'est remis dans des réseaux de professionnels pour arriver à être vendus. Ouais. Et ces voitures-là, en général, restent pas très longtemps. C'est des bonnes occasions parce que justement, dans les moteurs diesel de cette génération-là, c'est le plus fiable. D'accord. Honda CR-V, Honda CR-V 3, parce que c'est mieux un 4, mais bon, vous n'avez pas les moyens, donc Honda ça sera un 3. Ok. Bon, ben voilà. On verra si je peux pousser le budget plus haut, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, merci pour la réponse. Je vais orienter mes recherches. Non, mais c'est confort. C'est une grande voiture, donc vous mettrez des choses dedans quand même. Bah, Max, vous nous enverrez une photo dès que vous l'avez trouvée avec les pupilles dedans et tout ça. Absolument. Association sportive ou association? Oui, c'est du sportif. Super. C'est du basket. Vous pourrez charger de ballons derrière. Mon sport de prédilection quand j'étais jeune. Vous êtes entraîneur? Oui, absolument. Voilà, super. Je vous embrasse très fort, ça me rappelle toutes mes jeunes années, c'est trop cool. Ça fait plaisir. Max, merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci Max. Au revoir. Allez, après avoir parlé de cette Honda CR-V3 qui pourrait être la bonne voiture pour Max, on va parler de d'autres voitures au pluriel et les Automobile Awards qui sont déjà en cours. C'est tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Avec notre invité, puisque nous sommes partenaires Sud Radio des Automobile Awards, Lionel Robert, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Monsieur Lionel. Bonjour Jean-Luc. Voilà. Il y a des nouveautés cette année. Voilà, il y a l'arrivée déjà de nouveaux partenaires. Et oui, de plus en plus de partenaires s'agrègent à l'événement. Évidemment, ça me fait très plaisir parce que ça témoigne évidemment de la crédibilité grandissante de l'événement. Et là, cette année, j'en ai déjà en l'occurrence 2 qui se sont officiellement associés. D'abord, c'est le numéro 1, on va dire, de la borne rapide, c'est ABB, c'est le fameux partenaire principal du championnat du monde de Formule E. Oui. Qui s'ouvre désormais d'ailleurs au B2C, comme on dit, donc au business pour les particuliers. Parce que jusqu'à présent, alors si vous faites le plein sur des bornes Ionity où il y a encore plein d'autres réseaux, c'est ABB qui fournissait ces bornes, mais c'était pas leur nom qui était en fait qui apparaissait. Et ils ont décidé, vu qu'ils savent faire, finalement de commercialiser sous leur propre marque, ce qui est pas idiot. Tout à fait. Et du coup, là, ABB, fort logiquement, évidemment, va être le partenaire du prix full électrique, donc de la voiture électrique. Ça paraît un peu normal. Voilà, ça paraît normal. Super. Autre partenariat, cette fois, avec le Salon automobile de Lyon, qui est en passe de devenir le premier salon français, d'ailleurs. Écoutez, en tout cas, en termes de représentativité, de nombre de marques, on va dire,
présente, oui, sans problème, sans faire offense au mondial. Au mondial, oui. Effectivement, bon voilà, qui a fait ce qu'il a pu, on va dire, cette année, pas l'an passé. En tout cas, à Lyon, oui, effectivement, quasiment toutes les marques sont présentes chaque année, et ça donnera lieu du coup à un rapprochement, on va dire, très intéressant pour l'événement que j'organise, puisque en fait, il se déroule à la fin septembre, ce salon, oui. Et c'est le moment où se lance l'élection pour la voiture préférée des Français. Vous savez, le fameux Grand Prix des Automobile Awards. Et donc, la rampe de lancement, on va dire, de l'élection, bien, ce sera le début du salon qui démarrera, je crois, le 27 septembre. C'est ça. Ah oui, en plus, les gens pourront aller voir les voitures, comme ça, ils sauront pourquoi ils votent. Exactement. Et en même temps, Lionel, c'est le salon Équipe Auto de Lyon qui sera dans les mêmes dates que le salon de l'automobile de Lyon. Tout à fait, comme ça s'est passé effectivement avec le mondial l'an passé. Oui. C'est une très bonne idée. Parce la que nouvelle capitale de la voiture. Ouais. Voilà, exactement, la capitale des Gaules. Après la capitale des Gaules, ouais. non, c'est très bien, et c'est vrai que je trouve très intéressant effectivement de mêler, c'est le fondement même des Automobile Awards, de mêler à la fois équipementiers et constructeurs. On ne le dit jamais assez, mais les équipementiers sont quand même principalement les marques qui innovent, je dirais, qui amènent toute l'innovation dont les constructeurs se servent ensuite pour les mettre dans leurs autos que l'on conduit après. Donc, alors c'est pas le cas chez les constructeurs asiatiques, mais en Europe, 75% des pièces d'une voiture sont issues des équipementiers, justement. C'est eux qui font souvent des propositions aux constructeurs sur les innovations, et les constructeurs ensuite après adaptent le cahier des charges aux nouveaux véhicules, mais c'est dans l'autre sens que ça se passe. On a tendance à imaginer que les constructeurs aujourd'hui pensent les voitures, malheureusement c'est plus tout à fait le cas chez nous. Tout à fait. Et effectivement, Jean-Luc, vous avez raison de rappeler que chez Hyundai Kia, par exemple, pour ne pas les citer, les Coréens, voilà, ils sont souvent à l'origine de l'intégralité quasiment des pièces qu'on peut retrouver dans leurs autos. Qui leur permet d'arriver à gérer plus finement la qualité. Et puis la prévente, enfin plein de choses. Voilà. Bon, il y a 3 nouveaux trophées aussi dans les awards. Oui, 3 nouveaux trophées. Alors, enfin, 2,5, on va dire. 2,5, d'accord. Puisqu'il y en a un qui était déjà l'an passé, c'était sa première année, donc on le renouvelle cette année, c'est le trophée Roule. Donc, c'est le trophée de la mobilité solidaire. Donc, c'est tout ce qui va dans le sens de l'aide. On va dire comment est-ce que des startups mettent leur énergie et leur imagination sur la table pour essayer de faciliter finalement la mobilité, notamment des plus fragiles. Oui, on avait vu ça cette année avec on va dire un fauteuil roulant à géométrie variable. C'est ça. Voilà. Oui, ça touche pas que l'automobile, c'est ça qui est important. Non, complètement. C'est vraiment la mobilité dans. Voilà. Au sens large. Mobiliance, le trophée Mobiliance, lui, il récompensera en fait une start-up de la mobilité durable cette fois-ci. Bon, et Dieu sait si aujourd'hui il existe effectivement d'initiatives qui vont dans ce sens pour moins consommer, pour préserver la planète de quelque manière que ce soit. Et le troisième, ce sera le prix de la passion Motul. Voilà, Motul revient à ses premières amours. Motul, c'est très lié. Alors, c'est pas forcément une voiture. Non, ça peut être un animateur radio qui aime l'automobile, par exemple. Alors, voilà. Bon, j'en ai bien en tête, effectivement. Mais moi aussi, il n'est pas qu'en tête, il est face à moi, dites donc. La décence m'empêche de le citer, mais il pourrait tout à fait prétendre à ce prix. D'accord. Okay. Je vais tout de suite écrire une petite lettre anonyme. Je m'appelle JLM de Paris. Bon, dans les modèles, l'année dernière, le prix full électrique est attribué à la Hyundai Ioniq 6. Exactement. On a enfin pu rouler avec. Tiens, déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Lionel ? Parce que moi aussi, j'étais dedans cette semaine, donc je peux en parler. Dans la voiture. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que quelque part très, très clivant, comme on dit. C'est-à-dire que clivant d'un. Alors non, mais j'aime bien le clivant, c'est le politiquement correct parce que bon, faut le dire, elle est moche. Voilà. Bon. Moi, je dirais par le vrai. Alors c'est clivant, clivant, ça veut dire elle est moche, mais on le dit pas. Non, en fait, je vais vous dire, si on veut être gentil avec elle, on dirait que de 3 quarts arrière, en contre-plongée, il y a un peu de 911. Ah oui, non, mais alors vraiment. Et de nuit, dans un tunnel, elle est vraiment super belle. Un peu moins l'avant, mais j'aime beaucoup l'arrière. Mais après, c'est très subjectif. Mais après, il y a une justification à cette esthétique un peu spéciale, c'est l'aérodynamisme de la voiture. Parce qu'elle a un CX qui est très bon, mais surtout, elle a le meilleur SCX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air.
de tout le marché. Et ça, elle est à on a 0,46. Elle est meilleure qu'une Tesla. Elle est meilleure qu'une Mercedes EQS. Pour ceux, votre maman y compris, Jean-Luc Moreau, qui ne savent pas quand ce je parle que de c'est coefficient le de pénétration, SCX, non, c'est pas ça. Il n'y a rien de décalé. Non, on a eu une grande discussion avec l'ami Jean-Marie Bordry tout à l'heure avant l'émission, et vous lui avez expliqué la différence entre CX et SCX. Il y en a plein qui ne le savent pas. CX, c'est la finesse aérodynamique. Voilà. SCX, c'est cette finesse par le produit de la surface frontale. On se doute bien que plus le véhicule il va être gros, même s'il a une bonne fluidité aérodynamique, plus le véhicule il va être gros, plus il aura de difficulté à avancer dans l'air. Donc voilà, donc c'est ce produit-là, ça s'appelle le SCX, c'est ça qui définit en fait si une voiture va consommer beaucoup ou pas beaucoup quand elle roule vite. Alors moi je vous trouve très durs tous les deux parce que je la trouve pas du tout laide. Mais moi, j'ai pas dit ça. Laurence, c'est l'essai de la semaine prochaine, donc on aura le temps de revenir. On la verra en image et je vous ferai voir plein de petits Mais quand trucs. même, elle est jolie. Moi, non, elle a des grosses originale. qualités. Elle a des grosses qualités et puis elle a quelques défauts. Et Jean-Luc, comme vous le disiez justement, 4,85 m de long, le CX 0,21. Donc c'est vrai que c'est juste incroyable et qu'elle consomme très très peu cette voiture. Elle a une efficience incroyable. Ouais. Bon. Très bien. En tout cas, prochain rendez-vous avec donc suspense, la semaine prochaine, vous aurez tous les chiffres. Et prochain rendez-vous. Et un dernier mot oui. juste pour dire que cette année, les awards viseront 50 marques inscrites. Constructeurs et équipementiers confondus, ce sera l'objectif, voilà. Génial. D'ici à la fin juin, puisque ce sera la clôture des inscriptions à ce moment-là. Et ben de toute façon, on en reparlera on y arrivera parce que vous êtes partenaire de Sud Radio. Oui, tout à fait. Oui, il ne peut rien arriver. Oui, et puis régulièrement, on en parlera dans On parle auto sur Sud Radio le samedi matin. On vous embrasse, Lionel Howard. Lionel Howard. Lionel Robert. Bon, je balance un bonne fin de vacances au ski. Hein. Organisateur des Automobile Awards, dont Sud Radio est partenaire. Allez, on parle auto et on continue de le faire avec vous. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et vous le savez, avant 13h, eh bien, c'est ce rendez-vous. Quelle auto choisir? Vous nous appelez au 0826 300 300 ou alors vous nous écrivez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet et vos coordonnées complètes. Et je vous aide à choisir ma voiture. Eh bien, évidemment. Allez, en cette fin de matinée, on va accueillir Jean-Jacques qui nous a rejoint au standard de Sud Radio. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va pas mal. Et vous êtes où, vous? Je suis dans la région grenobloise, moi. Oh là, oh là là. Bastien, voilà, notre réalisateur est très très heureux. Où dans la région grenobloise? Je suis du côté de Renage, vers côté de Rive, Voiron, le pays de la Chartreuse. Oui, Voiron, oui. j'aime bien le pays non, mais de la ça, Chartreuse. vous avez les mots pour que Laurence comprenne. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas très bonne en géographie, mais par contre, si ça se boit, là, oui, elle sait où c'est. Non, si, je suis très très bonne en géographie, puisque tout se boit en France, donc je sais où est quoi. Allez, on vous écoute, Jean-Jacques, on vous donne la parole. Voilà, je souhaite remplacer mon véhicule, qui est un 3008 Peugeot, donc avec le fameux 1 litre de PureTech, que j'ai passé à l'éthanol et qui me donne depuis, on va dire que j'ai le boîtier depuis 3 ans. J'ai eu une petite année et demie où j'ai eu des problèmes de réglage, mais je pense qu'il y avait un petit vice dans l'installation. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui m'a réglé ma voiture nickel depuis une grosse année et j'ai plus de soucis. Mais par contre, comme je sais que la courroie de distribution de cette voiture a des petits soucis, je voudrais la remplacer avant que j'ai des grosses misères avec. Elle a combien de kilomètres? Elle a 58 000 pour le moment. Donc. D'accord. Mais vous avez Peugeot vous a pas demandé de faire le remplacement de la courroie prématurément parce qu'il est. J'y suis allé, mais ils m'ont dit que ma voiture n'était pas concernée. D'accord. Voilà. Ah bon. Même donc, avec le boîtier éthanol? Quand on en parle de boîtier éthanol, ils ont les cheveux qui dressent sur la tête. Oui, ils sortent un crucifix et puis non, c'est terrible. Donc j'ai été voilà. Bon, donc vous voulez changer, voilà. En fait, vous aviez besoin d'un prétexte pour changer de voiture et en acheter une nouvelle. C'est ça le truc. Du coup, vous allez vendre celle-ci, Jean-Jacques? Je vais la vendre, oui. Et c'est facile à vendre avec un boîtier éthanol installé? Oui, plus okay. avec le boîtier éthanol, bien sûr. Okay. Parce que même si l'éthanol a beaucoup augmenté, ça reste quand même 70 centimes moins cher qu'un litre d'essence, donc c'est plus intéressant. D'accord. Ça, c'est clair. Puis là, en plus, le 3008, il est quand même hyper recherché. 58 000 km, il n'a pas beaucoup de kilomètres, c'est une belle auto. Et un boîtier éthanol, vous le vendrez super facilement. Alors, vous voulez quoi et c'est quoi votre budget? Alors, mon budget, c'est 25-26 000. D'accord. Voilà, alors je me posais la question parce qu'en ce moment on est en pleine réflexion quand on veut acheter une voiture.
de l'essence, de l'hybride rechargeable, bon, pas d'électrique parce que j'ai pas. Je suis un urbain, je ne suis pas un urbain. Non, donc, puis une grosse voiture à 26 000 € en électrique, ça n'existe encore pas. Oui, hein. exactement. Voilà, Après, ça. par contre, donc, vous êtes touché par la ZFE, vous, à Grenoble. Vous êtes touché par les restrictions de circulation. Non, mais pour le moment, même avec une essence, on est en vignette critère 1. Oui, donc le temps que ce soit interdit, critère 1, ça marche. En plus, Oui, là, c'est vous ça, avez vu, tout le monde fait marche arrière depuis un petit moment, donc à mon avis, les ZFE, ça va pas être pour tout de suite. Et vous avez toujours besoin de ce type de SUV? Parce que c'est quand même assez gros, le 3008. Oui, je promène mes petits-enfants par certains... Voilà. Donc vous aviez Oui. quelques idées, j'imagine, quand même. J'ai quelques idées. Alors, j'étais peut-être ambitieux. J'avais pensé à Lexus à un moment, mais bon... Ouais, alors Lexus à 25 000 €, vous allez avoir les roues et le volant. Oui, et puis le moteur très kilométré. Alors après, je pensais aussi du côté de Kia Xceed, mais bon, on est allé voir avec mon épouse, et elle trouve ça un peu bas, donc. Ah oui, donc voilà. vous voulez un SUV, quoi. Je veux un SUV ou une voiture un peu haute, donc après j'étais plutôt. Voilà, c'est ça, je monte dedans, oui. Plutôt sur du T-Roc ou plutôt sur du Captur. Bon, bien que le coffre maintenant, alors Captur au 4 jars. Ouais. Bon, mais quelle motorisation en T-Roc 110, 150 chevaux, il n'existe pas en hybride. Boîte méca ou boîte auto, je me pose la question, est-ce qu'on peut le passer à l'éthanol? Question supplémentaire. Et puis sur les Renault, le 4 jars ou Captur, bon, bien que le 4 jars soit quand même plus gros que le Captur, il y a un certain nombre de moteurs. Donc il y a le 100 chevaux en bicarburation avec le GPL, il y a le 140 chevaux, il y a le TCE 155. Ah oui, il y a du monde. Oui, mais alors, bon, déjà, on va laisser le Captur de côté parce que vous sortez d'un 3008. Donc, si vous montez dans une voiture qui est à la fois plus petite, un peu moins confortable, et surtout, vous me parlez là du Captur hybride rechargeable avec un coffre qui est vraiment pas grand à cause de la batterie qui est derrière. Donc là, non, ça, vous oubliez. Là, quand vous disiez, faut pas le dire à ma femme, là, elle va s'en rendre compte quand même. Elle va s'en rendre compte quand même, elle va dire, elle est vachement moins bien ta voiture. Donc on non, a ça. essayé le Captur quand même, le 155 en initial Paris, c'est quand même. En initial Paris, ah bah oui, en initial Paris, la finition, elle est super chic. Attention, je dis pas que le Captur c'est pas bien, je dis juste que c'est quand même plus petit. Alors, moi, il y a un truc, je vous ai trouvé sur le Bon Coin une annonce. J'étais surpris. Je vous ai trouvé un RAV4 hybride parce que normalement c'est trop cher pour vous. Oui. Ou alors il aura beaucoup de kilomètres. Mais là, j'en ai trouvé un qui a 38 500 kilomètres. De 2019, 218 chevaux, parce que comme vous êtes dans une région de montagne, c'est bien d'avoir des chevaux pour doubler quand ça monte, on est d'accord. Et voilà, pour 22 900 €. Alors, j'ai pas compris où était le problème. Il est à Marignane. Alors, il y en a pas 50, il y en a un à ce tarif-là. Toute la France le sait. Voilà, comme dit Bastien. voilà. Mais non, je vous conseille d'aller voir tout de suite. C'est pas une escroquerie, ça, non? Bah alors, il est à Marignane. J'ai mis des points de suspension derrière Marignane. Non, mais du coup, alors, s'il n'y a pas celui-là, quelle voiture vous conseillez? Non, mais alors, bon, sinon, moi, je pensais à une Toyota, une Corolla Touring Sport, mais si votre femme, elle veut un truc qui est haut, ça sera forcément un SUV, on est d'accord. Donc, chez Kia, il y a éventuellement le Sportage. Alors, si vous voulez une motorisation qui carbure un peu, il faut prendre le 1,6 litre TGDI 177 chevaux. Donc là, dans votre budget, ça passe. Dans votre budget, ça passe, pas trop kilométré, ça marche bien. Mais par contre, vous consommerez un peu plus, surtout un carburant. Alors, est-ce que ça passe à l'éthanol? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui, mais il faudra racheter un boîtier. De toute façon, J'avais un boîtier Biomotors. D'ailleurs, quand j'avais mes petits soucis, j'étais allé chez Biomotors directement à Montpellier. Et j'avais l'ancien boîtier, puisqu'il vit des étagères à un moment avant qu'il y ait le nouveau boîtier qui soit connecté en Bluetooth avec le téléphone. D'accord, puis avec le capteur. Mon ancien avec le nouveau. Oui, avec le capteur aussi d'éthanol. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche mieux sur votre 3008. Bon. Mais alors donc... Oui. Pour conclure, Jean-Jacques, parce que malheureusement... Et Renault Arcana, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est bien, un Arcana. C'est joli en plus. C'est joli, un Arcana. Alors, en hybride, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Et en 140 chevaux, le 140 chevaux est bien. Oui, 140 chevaux, c'est bien. C'est très bien.
C'est très bien. retrouver dans On le n'avait pas budget. pensé à l'Arcana, Ouais, mais c'est bien. Bon, bah, Par super. contre, oui, dans votre Dans le budget, budget, c'est là, ouais. à 25 000 euros, ça va être short. Ça risque d'être short. Ouais, j'ai regardé, il y en a quelques-uns. Et éthanol, Arcana? Oui. Alors là, là, je vous le dis sans problème, puisque le moteur, il était conçu pour rouler à l'éthanol. Bon, ben voilà, Jean-Jacques, je crois qu'on a répondu à presque toutes vos questions. Jean-Jacques est un passionné. Sous contrôle ne présente pas de défaut. Bon, ben voilà, il n'y a pas de défaut. On termine cette émission. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Jacques. Et merci, Laurence. Merci à vous. Passez un bon week-end du côté de Grenoble. Bon, ben l'ami Jean-Luc, On se l'émission se retrouve la semaine termine prochaine. avec bonheur. Et quant à nous, eh bien, on va vous laisser dans quelques instants avec toute l'équipe de Invino, l'équipe d'Alain Marty, la seule émission qui s'occupe des vins et des spiritueux et de ceux qui les font à boire, Et évidemment. ceux qui les boivent aussi. Avec modération. Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission et bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.